Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de belles lectures. Pour moi, ça a été. J'ai fait quelques bonnes lectures. J'ai fait 2 lectures communes, une qui m'a tenue sur tout le mois de mars et une que j'ai faite la semaine dernière avec ma copine Maude de la chaîne Délivre une fille. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous propose de commencer dès maintenant et je vais vous parler aussi de 2 petits romans que j'ai lus, non pas 2, un seul. Voilà, un seul. Ça ira bien. Voilà. Donc, j'ai lu en lecture commune avec plein de monde. Cette lecture commune a été organisée par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, dont nous avons lu La chute des géants de Ken Follett aux éditions Le Livre. Alors moi j'avais l'édition du livre de poche. La chute des géants, c'est le premier tome de sa trilogie intitulée Le siècle. Donc ici on n'est plus du tout au stade du Moyen-Âge comme dans les piliers de la Terre, mais bien au tout début du XXe siècle, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Le roman doit commencer en 1911 ou 1911. Et on termine en 1924. Donc, on va passer 13 ans avec les personnages de ce roman. Alors, ils sont multiples, parce que bon, le roman fait quand même 1048 pages. Donc, on suit les aventures de Ethel et de Billy, qui sont tous les deux enfants de mineurs. Billy, lui, va commencer... On suit Billy au tout début, quand il est très très jeune, il doit avoir 13 ou 14 ans, il va intégrer la mine, tout comme son père. On va le découvrir à son premier jour dans la mine. Alors, évidemment, l'auteur va nous montrer le travail très difficile des mineurs, avec les risques, avec les fameux coups de grisou, les effondrements de galeries et compagnie. On va voir aussi que, au tout début du XXe siècle, les conditions d'hygiène et de sécurité dans les mines, c'était pas ça. Un contrôleur hygiène et sécurité irait, de notre époque, irait faire une inspection dans les mines de cette époque. Et je peux vous dire que le pauvre gars, il se mettrait directement sous Prozac, parce que franchement, il y a quand même un accident qui nous est décrit au tout début du roman. C'est pas joyeux, autant vous dire. Alors, on voit aussi le début du syndicalisme. Ethel, quand elle est employée, va se faire employer par le comte de la province, le comte Fitzherbert. Et elle va commencer comme simple servante là-bas et rapidement elle va démontrer pas mal de talent et elle va démontrer un talent certain quand même pour pouvoir devenir intendante et du coup elle va prendre beaucoup de place dans la maison Fitzherbert. Elle s'entend très bien avec la sœur du comte, Maude, qui est une femme très en avance sur son temps. Elle est très libérée, elle est très très intelligente et elle se lie un petit peu d'amitié avec Ethel et forcément le comte il va pas tarder à succomber au charme de cette jeunette et il va s'en suivre plein de choses et voilà, on est au tout début du roman. On voit alors de nombreux personnages qui vont s'entrecroiser avec les personnages principaux. On voit aussi des personnages historiques tels que Lénine, tels que Churchill, le Kaiser. Donc bref, Ken Follett a su monter une formidable épopée sur tout le XXe siècle. Donc ici, c'est quand même la première partie. Et on voit bien le point de bascule que va constituer la Première Guerre mondiale. C'est un événement qui va changer fondamentalement le visage, que ce soit politique ou économique, non seulement de la France, de l'Europe, mais également du monde entier. Parce que on va voir les États-Unis également rentrer dans le conflit de la Première Guerre mondiale. Et on nous explique politiquement comment ils en sont arrivés là. J'ai trouvé ce récit absolument passionnant. Alors on avait le choix dans la lecture commune de ne lire que 33 pages par jour, ou bien de se faire un gros kiff et d'en lire
grosso plein d'eau, 230 pages par semaine. Moi, j'alternais les deux. Voilà. Bon, j'avoue que la première semaine, j'ai lu les 230 premières pages. Et bon, après, selon mon temps et mon humeur, où je lisais 33 pages, ou voire un peu plus, ça dépendait où j'arrivais au niveau des chapitres. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette lecture passionnante. La plume de Kate Follett vous cueille dès le départ, c'est abordable, faut absolument pas avoir peur de l'écriture de Kate Follett, c'est absolument abordable, il n'y a rien de compliqué, et je peux vous dire qu'une fois qu'on est rentré dedans, on s'attache à tous les personnages, même le comte Fitzherbert, alors autant il avait l'air fort sympathique au début, autant il a quand même montré son véritable jour au fur et à mesure du roman, et il est peut-être un petit peu moins sympathique à la fin. Alors j'espère que son personnage va évoluer, qu'il va grandement évoluer, le garçon, parce que c'est pas ça. Puis alors la condition féminine, au début du XXe siècle, c'était pas non plus la panacée. On est en plein dans l'Angleterre sur le combat des suffragettes, à savoir ces femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de vote des femmes. Et voilà, on a ce combat-là aussi dans ce roman. On a aussi le combat des Russes, des paysans russes qui veulent avoir plus de terres, avoir plus de droits dans leur pays. On a tout le panel des grands mouvements historiques de ce début du XXe siècle, servis par des personnages très forts, par des scènes de combat pendant la Première Guerre mondiale, le combat des tranchées qui était absolument horrible, quoi. C'est voilà, les soldats étaient envoyés, que de n'importe quel camp, ces hommes qui ont été envoyés au combat ont été envoyés au-delà d'une véritable boucherie. Voilà, et tout ça pourquoi tout ça pour des luttes intestines, pour de la politique. Donc de toute façon, quand on regarde bien tous les mobiles, tous les éléments déclencheurs de tous les conflits que l'on a pu connaître, c'est vraiment des détails minimes quand on regarde bien, et qui auraient largement pu être sûrement déverrouillés par des moyens autres que d'envoyer de la chair à canon se faire massacrer. Autant dire les choses comme elles sont. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je remercie d'ailleurs Stéphanie d'avoir organisé cette lecture commune, parce que j'avais ce livre depuis un certain temps dans ma bibliothèque. Et d'abord, quand je l'ai vu, je dis tiens, ça me parle, ça, il me semble l'avoir déjà vu quelque part, ce bouquin-là. Et force était de constater qu'il était dans ma bibliothèque. Donc forcément, je l'avais vu chez moi. La bourrique. Il y a des fois, je me saoule, je vous jure. Bref, en tout cas, je remercie beaucoup Stéphanie d'avoir organisé cette lecture commune qui m'a permis de sortir cette relique, ma palle, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai vraiment envie, j'espère, sans avoir besoin d'organiser une lecture commune sur le tome 2 ou le tome 3, mais en tout cas, j'espère sincèrement pouvoir sortir de ma palle la suite de cette trilogie qui est quand même un peu plus proche de nous. Si on compare les segments temporels, n'est-ce pas, par rapport au pilier de la Terre qui remonte à Mathusalem, autant ici c'est quand même notre histoire contemporaine qui est racontée ici. Et voilà, je vous encourage vivement à lire ce roman. Alors ne vous arrêtez pas à l'épaisseur du livre. Parce que franchement, quand on le lit à petite dose, quand on le lit petit peu par petit peu, je peux vous dire que ça passe crème. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans la trilogie du siècle avec La Chute des géants, le tome 1 de Ken Follett. Alors ensuite, on va changer complètement de registre. C'est ce qui est bien sur cette chaîne, c'est qu'on peut passer d'un roman parfaitement terre-à-terre et historique, à quelque chose de complètement déjanté. Alors, quand je vous parle de déjantement, les gars, là, on est vraiment sur du haut level. Donc, je vais vous parler du jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karim Berouka aux éditions Actu SF. Alors déjà... Quand j'ai vu le titre du bouquin, j'ai dit il faut que je lise ça, quoi. C'est pas possible autrement. Je l'ai à la 4e de couverture, j'ai fait bon, allez, c'est bon.
C'est bon, j'y vais. Et donc, oh que j'ai bien fait. Oh que j'ai bien fait. C'est complètement barré. Alors, si vous aimez l'humour, 2e degré, 3e degré, 4e degré, ce roman est fait pour vous. Hein, parce que là, franchement, il faut vraiment pas prendre les choses au pied de la lettre. Le roman commence avec une prise d'otage. Alors bon, c'est jamais marrant, hein, une prise d'otage. Hein, des gens sont pris en otage dans une salle de bibliothèque. Mais alors, le preneur d'otage, il est quand même un peu spécial. Parce que il se définit lui-même comme étant un lutin. Sauf que quand vous voyez la gueule du lutin, vous vous dites, bon, bien sûr, amenez-lui une chemise qui se ferme dans le dos, et puis les gentils messieurs vont te remmener dans ta chambre. Non, c'est un lutin. Alors, cet homme se qualifie lui-même de lutin. Alors, il fait 1m80, machin, baraque, bien sapé et tout. Donc, on se dit, bon, le lutin a bien changé, hein, parce que nous, quand on pense lutin, on pense petit machin, habillé de vert, avec des grelots sur les souliers, et les oreilles taillées en pointe. Hein, si vous voyez à peu près. Et en fait, cet homme se définit lui-même comme un lutin, et donc du coup, entre l'image qu'on a du lutin et l'homme qui se définit en tant que lutin, on se dit, il y a quand même une sacrée différence. Et on fait la connaissance aussi d'une jeune femme, qui a fait la rencontre d'un homme, là, pour un plan cul, hein, autant rappeler les choses comme elles sont, et elle le ramène chez lui, bon voilà, la soirée se passe bien, jusqu'au moment où le dit bonhomme se met à cracher du feu par le zizi. Vous voyez vous avez l'image là, vous avez l'image d'une jeune femme dans un appartement tranquille, et vous avez le mec qui joue avec sa lance à incendie, pas pour éteindre l'incendie cette fois-ci, mais pour mettre l'incendie dans l'appartement. Hein. Il joue avec son zizi. Et vas-y que je t'embrase, les rideaux, les coussins, le canapé, bref, tout y passe. Donc déjà quand vous partez de ce postulat de départ, voilà, quand vous partez de là, vous vous dites, bon, dans quoi je suis tombée, mais en tout cas, c'est vachement drôle. Et en fait, dans tout le roman, on a plusieurs... le but de la prise d'otage, c'était de kidnapper des auteurs de fantaisie pour remettre les pendules à l'heure. Parce que les personnages de fantaisie, là-dedans, ils en ont ras-le-bol qu'on les décrive comme des petites choses mignonnes, surtout les fées. Hein, les fées, on pense tous à la fée Clochette, hein, le petit machin, là, je vous mettrai la petite image là, hein, si j'y pense. Mais voilà, on pense tous à la fée Clochette, hein, le petit machin avec les ailes, là, mignon, blond, aux yeux bleus, machin. Sauf que pas du tout. Hein, les fées, elles sont pas, apparemment, elles sont pas décrites là-dedans. Elles sont pas vraiment mignonnes, les fées. Hein. Puis elles seraient peut-être un petit peu nymphomanes aussi, un brin. Bref. Et donc, tous les personnages de fantasy râlent, ils veulent remettre les pendules à l'heure, ils veulent que les auteurs de fantasy les décrivent tels qu'ils sont, et non pas sous des images complètement fantasmagoriques, sous des pour véhiculer de fausses images de tels les lutins mignons avec les oreilles en pointe, alors que non, apparemment ce sont des humains, enfin des humains. Des hommes, hein, mais pas des petits machins. Donc voilà. Et donc j'ai beaucoup aussi aimé le parallèle qu'il y avait dans ce roman avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une idée, une rumeur qui est balancée sur les réseaux sociaux, et d'un seul coup, ça prend une ampleur démentielle parce que c'est véhiculé et repartagé, et retweeté, et repartagé sur les stories de tout à chacun. Bref, ça prend une ampleur phénoménale, et tout le monde suit, sans vérifier, voilà. Parce que ça part d'une personne qui véhicule, et c'est repris par d'autres personnes, et voilà, ça enfle, et ça prend des proportions complètement énormes, et finalement on se retrouve à l'arrivée avec un truc qui est amplifié, déformé, et qui n'a rien à voir avec la choucroute du départ. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé la plume de Karim Beroukia, qui, je vous dis, manie la plume avec un second degré que moi j'adore, parce que je suis très très second degré. Donc pour moi ça a bien matché.
Et donc je pense que je lirai aussi les autres romans de ce monsieur-là, parce que voilà, c'est vraiment super. J'ai déjà publié mon avis sur mon blog, et quand j'ai annoncé l'article de blog sur Instagram, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit: Karine Berouka, c'est le poil à gratter de la fantaisie. Et je trouve que cette phrase résume tout à fait l'ambiance qui règne dans ce roman. Et franchement, si vous aimez le second degré, si vous aimez la fantaisie, je vous encourage vivement à vous plonger là-dedans, et j'espère que je vous l'ai bien vendu. Alors ensuite, j'ai lu aussi en lecture commune, comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis trompée, c'est pas là. Voilà. J'ai lu, avec ma copine Maude, de la chaîne Des livres une fille, Dark Web de Dean Koontz, publié aux éditions de l'Archipel. Alors ici, c'est le premier tome d'une saga avec l'enquêtrice Jane Hawke. Ici, on la rencontre pour la première fois. Elle a pris un congé sans solde du FBI. Elle a vendu sa maison. Elle a confié son fils à des amis parce qu'elle s'est plongée dans une enquête à très très haut risque. Il y a quelque temps de ça, son mari s'est suicidé sans signe avant-coureur de quoi que ce soit. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il a laissé un mot un peu énigmatique. Et Jane refuse la thèse du suicide. Pour elle, son mari n'était absolument pas suicidaire et il est complètement impossible qu'il se soit donné la mort volontairement. Par conséquent, elle est déterminée à savoir qui a poussé son mari au suicide et pourquoi. Et donc, elle a commencé son enquête et elle s'est rapidement aperçue qu'elle allait s'attaquer à des gens qui ont une influence assez importante, car ils ont menacé son fils, c'est pour ça qu'elle l'a mis à l'abri. Et ils ont menacé de s'en prendre extrêmement violemment à son petit garçon de 5 ans. Je trouve absolument dégueulasse ce que veulent faire ces gens à ce petit garçon de 5 ans qui a l'air absolument choupinou en plus. Travis, c'est un petit garçon adorable comme tout. Il a 5 ans, mais il a la maturité des enfants qui ont vécu un drame très jeune. Et il sait que sa maman ne l'abandonne pas de gaieté de cœur. Et il sait très bien qu'elle est déterminée qu'elle fait tout ça pour trouver la vérité, pour trouver les méchants qui ont fait du mal à son papa. Et je trouve que la relation qu'il a avec sa maman est absolument super. Et donc du coup, Jane va partir en croisade contre les personnes qui ont conduit son mari à se suicider. Et donc, au fur et à mesure de son enquête, elle s'aperçoit qu'il y a eu une vague de suicides complètement inexpliqués dans tout le pays. Et à force de remonter les chevaux de trouver peut-être le point commun qu'il y a entre ces différents suicides, elle va mettre à jour un complot un peu what the fuck complètement même, parce que si un jour ça se réalise, ce serait complètement dingue. Voilà, mais alors, globalement j'ai bien aimé cette lecture, et puis avec Maud on a eu à peu près le même ressenti toutes les deux tout au long de notre lecture. Globalement on a bien aimé, moi j'ai bien aimé le personnage de Jane qui refuse de se laisser abattre, qui malgré tout le chagrin qu'elle a suite à la perte de son mari qu'elle adorait, elle est quand même déterminée à trouver le fin mot de cette histoire, à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, quitte pour ça à se griller définitivement auprès du FBI. Elle est déterminée, elle est seule, même si elle a quand même, elle va rencontrer une aide providentielle dans ce roman, en la personne d'un SDF qui est un ancien soldat qui a été décoré à de nombreuses reprises pour des actes de bravoure, et c'est un homme qui vit dans la pauvreté la plus extrême, et il est dans un foyer, il aide ce foyer, il aide les gens à avoir de la nourriture, un toit au-dessus de leur tête.
de quoi se laver, bref, essayer de vivre à peu près dignement. Et Jane va trouver une aide providentielle en cet homme. Il s'appelle Dougal et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qu'ils ont tous les deux. Dougal va faire un peu en sorte d'être la béquille qui va soutenir Jane dans toute son enquête. Et je trouvais que voilà, parce que autant voilà, Jane elle est partie affronter ces personnes, telles Don Quichotte qui part seul sous son cheval. Affronter le moulin et du coup Dougal lui il fait son Sancho Panza, il est la personne l'ange gardien qui va veiller sur elle et qui va lui apporter des encouragements salutaires et une logistique aussi parce que il est quand même il cache bien son jeu quand même Pépère. Et alors j'ai pas trouvé que c'était un thriller qui fout les miches, mais c'est un peu un roman dans le genre de La mémoire dans la peau, un peu. C'est un peu une course-poursuite, c'est voilà, un thriller d'aventure, un roman d'aventure thriller, ça mélange un petit peu les genres, il est un peu inclassable. La fin, voilà, c'est une fin. Je trouvais que la fin quand même était assez rapide, un peu trop même. En 2-3 chapitres, ça a été torché. Je trouvais que la fin arrivait un peu vite. Évidemment, comme c'est le premier tome d'une série, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. On a même de nouvelles questions qui apparaissent quand même à la fin du roman. Et du coup, j'ai envie quand même je pense que je lirai la suite, histoire de voir si le deuxième tome est tout aussi bon, peut-être un peu plus haletant. Et j'ai envie de voir comment l'enquête de Jane va évoluer et j'ai surtout très hâte de voir si Dougal va aussi avoir un rôle important dans ce deuxième tome, dans ses suites. J'espère vraiment qu'on va le revoir parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Et voilà, donc voilà, si vous voulez un roman d'aventure à la sauce thriller, allez-y, foncez sur Dark Web de Dean Koontz. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier roman que je n'ai plus en ma possession, que j'ai mis dans la bibliothèque du bureau hier. Il s'agit de Vivaldi, ou l'évanescence de l'être, de Roger Baillet, publié aux éditions de l'Armitan. C'est un service presse qui m'a été envoyé directement par la maison d'édition. Ils m'ont proposé, comme ça, sans que je le demande. Alors, évidemment, c'est pas... globalement, c'est pas un roman vers lequel j'aurais été de moi-même, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, ça me change un petit peu, ça me sort de ma zone de confort, et j'ai été agréablement surprise. Alors c'est un roman où on va faire la connaissance de la petite Camille, qui est une petite fille qui vivait assez pauvrement dans une famille assez pauvre, qui n'avait pas les moyens suffisants pour qu'elle ait une éducation correcte. Et donc du coup, elle a été parrainée par le noble du coin pour être admise dans un institut qui s'appelle La Pietà, qui donne une éducation aux petites filles. Et il leur donne des cours d'éducation musicale. Et pour les plus douées d'entre elles, elles arrivent à l'élite de cet institut où elles peuvent exercer leur art un peu plus abondamment, que ce soit pour la musique ou pour le chant. Et donc Camille va rentrer là-dedans et elle va développer des compétences. Elle va développer une certaine compétence pour le violoncelle. Et elle va rapidement se faire remarquer par un musicien de renom. Il ne s'agit d'autre que d'Antonio Vivaldi, qui va la prendre sous son aile, qui va lui apprendre énormément de choses. Et donc, pendant tout le roman, on va suivre la vie de Camille à son arrivée à la Pietà, et aussi quand Antonio Vivaldi la prend sous son aile, jusqu'à la fin d'Antonio Vivaldi. Et on va vivre de Venise à Vienne au 19e siècle, je crois. Oui, c'est ça. Dans cette
voilà, dans l'Italie un peu baroque, on fait l'apologie de l'art, l'apologie de la musique. Mais on suit aussi le quotidien des hommes et des femmes de l'époque. Et moi, il y a une scène que j'ai trouvée d'un barbare, mais voilà, Camille raconte que à son arrivée à l'Institut, elle a été marquée au fer rouge dès son arrivée à l'Institut. Et quand elle demande à une des sœurs pourquoi on l'a marquée au fer rouge, on lui explique tout simplement que c'est pour reconnaître les enfants qui vont être admis à l'Institut de la Pietà pour pouvoir recevoir une éducation musicale, de recevoir des cours de musique, des cours de chant, des enfants qui vont rester dans l'orphelinat attenant à cette institution, mais pour lesquels, voilà, ce sont des enfants ordinaires qui n'auront pas la chance d'accéder à une élite, à l'élite de cet institut. J'ai trouvé ça mais d'un barbare. C'est la charité chrétienne marquée au fer rouge, quoi, sympa, quoi. Bref, moi cette scène-là m'a choquée. Mais bon, Camille, bon, elle a pris ça pour argent comptant. C'est normal de se faire marquer au fer rouge pour d'avoir un signe distinctif. Je sais pas. On aurait pu te coller une gommette au milieu du front, quoi. Ça fait moins mal. Je sais pas, mais bref. En tout cas, ce roman m'a fait l'effet d'une bulle temporelle. Comparé à l'ambiance sinistre qu'on vit en ce moment, eh ben, voilà, ce petit voyage dans le temps, dans cette Italie où on respirait la musique et l'art à leur paroxysme, et ben franchement, ça a fait beaucoup de bien. J'ai appris beaucoup de choses sur Vivaldi. Voilà, j'ai pas spécialement l'habitude d'écouter du Vivaldi tous les jours, hein, mais voilà, c'était quand même un sacré compositeur et un homme qui aimait transmettre aussi son savoir. Et voilà, je pense que ça ravira aussi les personnes qui sont fans de l'époque, hein, qui sont fans de l'Italie de cette époque, et les fans du compositeur. Donc je vous encourage vivement à découvrir ce roman. Moi, je remercie énormément la maison d'édition de m'avoir fait découvrir ce roman. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a fait une petite pause temporelle dans ces moments de sinistrose actuelle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez lu cette semaine. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, vous savez que c'est toujours hyper encourageant pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!